Bonjour Xavier. Bonjour Pascal. Est-ce que tu peux nous présenter les 3 vins qui pour toi représentent le mieux ton domaine? Voilà, alors les 3 vins qui me représentent le plus, tout d'abord le Crémant parce que c'est un vin de fête, hein, c'est un peu comme moi, j'aime bien faire la fête. Après j'aime bien l'Auxerrois parce que c'est un vin qui passe partout. Pour moi il faut qu'on se remette un peu au vin simple, au vin de tous les jours pour agrémenter les plats, voilà. Et le troisième c'est un vin un peu plus festif. On est sur un Pinot Gris. Donc c'est vrai que mon domaine, on est vraiment l'exploitation est tournée un peu sous le Pinot Gris. Donc on a actuellement des Pinot Gris en grand cru. C'est vraiment pour nous c'est vraiment les vins représentatifs du vignoble parce qu'on a le terroir pour ça. On a l'amour du cépage et voilà. Et moi c'est vraiment un vin qui me procure vraiment beaucoup d'émotions. Voilà. Alors on va commencer par le Crémant. Donc la particularité de notre Crémant, c'est minimum 3 ans de latte. Là on est actuellement sur un 2013. Donc c'est vraiment des vins qu'on essaie de faire comme des grands champagnes avec un temps de garde pour peaufiner la bulle, pour avoir moins d'acidité, pour que ce soit vraiment rond et plaisant à boire. Donc on est vraiment sur des crémants haut de gamme et c'est vrai qu'en Alsace le crémant vraiment a un impact, on est vraiment sur le crémant en Alsace aussi. Donc voilà, on a commencé tardivement à faire des crémants dans notre exploitation parce qu'il faut pas mal de place. Et on s'est dit voilà, pour démarquer d'autres collègues, on va se tourner vers des vins pour des vins de garde et on va le laisser vieillir plus longtemps pour que la bulle soit plus fine et qu'on ait plus d'arômes. Donc voilà, on va commencer par ça. Et quand tu disais vous avez commencé plus tard, c'est-à-dire que le crémant ça a commencé chez toi à partir de quand? Alors, nous on a commencé dans les années 90. D'accord. À faire des crémants. Et en plus c'était un super millésime. Et la petite histoire, on avait gardé 2 palettes de crémants qu'on a ouvert, qu'on a dégorgé en 2000 et la dernière 19 ans plus tard. Et c'était vraiment des vins fabuleux quoi. Donc déjà rien que là, on voit la bulle très fine. Très fine, ouais. Au nez tout de suite on a un côté un peu mentholé, torréfié. Un zeste d'agrumes. Et la bouche. Des petites bulles, ça pisse sous le palais, qui remplit la bouche. C'est plaisant, il n'y a pas d'acidité, très peu, juste ce qu'il faut. Et c'est vraiment plaisant quoi. Tu utilises quoi comme cépage pour, Alors ça dépend un peu des années, mais on a du pinot blanc, de l'auxerrois, on a un peu de pinot gris et du riesling. Voilà. Donc la minéralité qu'on sent, c'est le riesling qui vient en vieillissant, qui donne un peu ce côté un peu fumé. Et donc pour le crémant, je pense qu'on est plus en plaine à ce moment-là pour les terres de crémant plutôt que. On est plus en plaine, mais il y a quand même c'est les sols quand même qui sont lourds. On est sur il y a quand même pas mal d'argile et donc ça donne vraiment des vins qui tiennent la durée. Pas sur les sols sablonneux où il faut commercialiser ça très vite parce que voilà, il y a quand même de la matière quoi. Tous nos terroirs, c'est vrai que sur Gewerschwir, c'est vraiment des terroirs qui sont profonds. Hein. Et là, typiquement,
La dernière fois que tu l'as bu, c'était à quelle occasion? Alors, c'était avant-hier, avec des amis qui sont passés à la maison. Voilà, on a ouvert une ou deux bouteilles et donc repas, apéritif. Moi, le Clément, c'est plutôt un apéritif. Le repas, je préfère passer vers des vins plus tranquilles, qui sont plus faciles à boire. Voilà, les créments, je trouve qu'en apéritif, ça passe bien parce que ça réveille les papilles. Ouais. Il y a un petit zeste qui donne envie de continuer à en boire. Après, durant le repas, moi j'aime bien quand c'est un peu plus moins porté sur l'acidité. Voilà, donc c'est... Et finir par une bulle, c'est aussi bien, en dessert par exemple. Parce que ça permet aussi un petit peu de se relancer, voilà. Alors moi, quand je termine par des bulles, c'est à 4 heures quand le repas dure trop longtemps. Ouais. Mais sinon, pour moi, c'est l'apéritif. D'accord. Voilà, tout en finesse. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que chaque année, c'est un produit. Alors, on fait pas trop de publicité chez nous, c'est vraiment le bouche à oreille. Et chaque année, on progresse 1 ou 2% sur les ventes de créments. C'est vraiment notre clientèle vraiment recherche ce produit-là parce que c'est élaboré avec patience et on a une qualité derrière du produit qui fait que sans faire en marketing, on progresse, le bouche à oreille chez nous ça progresse et puis en rappelant que c'est un millésime 2013. C'est un millésime 2013. Alors qu'on est en 2019, quoi. C'est quand même bien, quoi. Voilà. Pouvoir se permettre une telle... Et c'est l'entrée de gamme. Hein. Ouais. C'est pas du prestige, c'est vraiment un entrée de gamme qui est facile à boire et puis tout à fait, qui est agréable. Facile d'approche. Ouais. C'est impeccable. Alors. Voilà. Donc le second vin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un vin de repas. Pour moi, le vin, en fait, il faut que les gens se remettent à boire des bonnes bouteilles. Et des bonnes bouteilles, hein, c'est-à-dire pas forcément un vin cher, mais du vin facile à boire. Et pour moi, l'Auxerrois, c'est un cépage qui se marie bien. On est sur le côté fruité, on n'a pas trop d'acidité, donc ça plaît à beaucoup de personnes. Et on en boit, on peut en boire tout le repas, on peut en boire plus que le raison parce que il y a très peu de sucre, donc ça sature pas les papilles. Il y a 2 grammes de sucre, donc c'est sec, c'est un vin sec. Ouais. Il plaît aux femmes parce qu'il n'y a pas d'acidité, voilà. Il plaît aux hommes parce que il n'est pas sur les sucres. Et c'est un vin qui s'accompagne avec tout. Ouais. On peut le prendre avec des charcuteries, on peut le prendre avec des poissons, on peut le prendre avec des viandes blanches. Voilà. J'ai des clients allemands, belges, qui eux prennent ça en rentrant du travail. 6 heures, clac, ils ouvrent une bouteille. C'est vraiment le vin de plaisir qui... Voilà, il y a presque 13 degrés d'alcool, c'est facile à boire et ça enivre pas comme un Gewürz qui parfois, avec le réchauffement climatique, qui est plutôt vers les 14,5-15 degrés, quoi. Voilà. Je tourne un petit peu plus, hein. C'est gentil. Bon, allez. Voilà. Donc là, on est sur un vin qui est à peu près qui a 2 mois de fermentation et je fais un élevage sur lit de quasiment 10 mois. Donc c'est vraiment mon dernier vin que je mets en bouteille et on récolte au mois de septembre et on le met en bouteille au mois d'août. Donc voilà, il prend vraiment du temps à se faire et à se bonifier. Donc
Au nez, on a le côté un peu fleur blanche. Ouais. Pareil, petit zeste d'agrumes aussi. Ça me fait penser un peu au bouillon blanc, le premier nez. Après en bouche, t'as un peu le pêche blanche. T'as le côté un peu torréfié, mais de levage sur lit. Donc c'est gras, reste en bouche. Et au final, t'as l'acidité qui vient. Une petite amertume pour vraiment... Ouais, t'as ce petit zeste, mais juste ce qu'il faut pour le rendre gastronomique. Tout à fait. Et en parlant de vin gastronomique, est-ce que c'est quelque chose qui est devenu une habitude chez vous, faire des vins gastronomiques, ou finalement vous êtes plutôt aussi... vous mixez, on va dire, les deux entre la tradition d'un vin sucré, qui n'empêche pas d'ailleurs la gastronomie, hein, on s'entend bien, mais où vous êtes plutôt axé gastronomie? Alors, moi je fais les vins de plaisir. D'accord. Voilà. Donc, on a deux phénomènes en fait. Donc on a des vins de plaisir, mais c'est vrai que ces 10 dernières années, on a quand même un réchauffement climatique qui est là. Et on voit, on a du soleil, on a moins d'eau, on a des stress hydriques, on a beaucoup de sucre dans les vins. C'est vrai que ça devient compliqué de faire des vins qui sont vraiment gastronomiques. On essaye en montant un peu l'alcool, à avoir des vins secs qui sont vraiment gastronomiques comme ça. C'est vrai que c'est un auxerrois. On est à quasiment 13 degrés d'alcool. Bon, c'est vrai que c'est facile à boire, mais ça devient dur. Si on veut vendanger un raisin qui est mûr, ça fait monter beaucoup. Ça fait monter, ouais. Et donc, l'histoire du domaine, c'est la combienième génération? Alors, on est, en fait, c'est la 3e génération qui fait de la bouteille, et la 4e qui a les vignes. Et Guéberchuir, c'est bien pour faire du vin? Alors, Guéberchuir, oui, c'est... Tous les villages d'Alsace sont bien, tous les villages à... Ouais, mais après on a toujours mais c'est vrai qu'on est, moi je suis rentré sur Guéberchuir. Oui, on fait des très belles choses. On a des terrains qui sont lourds, qui sont profonds. Si on travaille un peu les sols, si on respecte la nature, elle nous le rend. Hein. Ça c'est un terroir qui est tout simple, mais quand on voit ce qu'on arrive à faire, moi je trouve ça génial. C'est beau, c'est riche, c'est l'image de notre vignoble. Et c'est vrai que Guéberchuir est réputé plus pour les Gewürz, les muscats aussi avec les grands crus, mais Guéberchuir c'est super terroir. Ouais. Là on revient sur ce vin là. La dernière fois que tu as été surpris sur un accord mets et vin, c'était avec quoi? Alors moi, c'est vrai que je termine un peu les fonds de bouteille qu'on a au caveau, et même avec on fait des salons un peu partout en France, et on a des amis qui font des super pâtés, donc on fait des portes ouvertes chez eux, et c'est vrai que le soir, parfois, tu te dis, ouais, je vais ouvrir une boîte de pâté ou mélanger avec du foie gras, des pâtés un peu haut de gamme. Et tu es là, tu te dis, mais c'est carrément parfait, quoi. Pourquoi acheter un château Yquem, ou bien pourquoi un petit vin bien fait? Voilà, on s'éclate. Une tranche de pain, un peu de charcuterie de qualité, enfin de terrine en l'occurrence. De terrine, et bien souvent même avec des poissons. Moi j'aime bien tout ce qui est poisson gras, des harengs. Voilà, c'est vraiment. J'ai une cliente qui est dans les pays de l'Est, dans les pays nordiques. Et Norvège, et ils prennent ce vin-là avec des harengs fumés, et même de l'anguille. Alors elle m'a fait goûter avec de l'anguille,
c'est pas mal, quoi. On n'a pas l'habitude de ça, mais l'accord est bien, quoi. De l'anguille fumée, alors. De l'anguille fumée, ouais. C'est vrai que c'est les vins que je vends beaucoup. Là, j'ai un client qui en Slovaquie qui m'en prend pas mal. On exporte Norvège, Suède. C'est les vins qui sont... ce genre de pays aime bien les vins secs, qui a du gras, qui restent en bouche, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment parfait, quoi. Tu parlais de Norvège, Slovaquie, on parlait un petit peu avant d'Amérique du Sud. Ouais. L'export, ça représente beaucoup pour votre domaine? Alors, non, mais ça progresse un peu. Chez moi, l'export, c'est un peu atypique parce que je fais la Chine, je fais le Vatican, je fais la Colombie, la Norvège, la Suède, bon voilà. Enfin, on fait le Mali. Ouais, voilà. C'est voilà. Pas commun, ouais. Il y a parfois du vin qui part dans les valises diplomatiques. Tu te dis bon, bah ouais, ok, ça marche. Allez. Et c'est vraiment pour moi le vin, c'est la relation qu'il y a entre les hommes et les femmes. Et c'est le plaisir. C'est pas juste boire pour se faire plaisir, c'est le partage. Et ces trois vins, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est le partage qu'on... voilà, on est aussi pas mal d'amis qu'on boit un verre avec eux, quoi. Mais c'est... Le vin, il faut que ça reste le partage, il faut que ça reste la bonne humeur. Et bien souvent, quand on fait une fête, et qu'on boit des bonnes bouteilles, ben, on en boit un peu plus, on se lâche, et on crée des liens. Au moins convivialité. La convivialité. Et je prends juste ce week-end, on a fait un anniversaire, bon, il y avait une centaine de personnes. Et un bel anniversaire alors. Oui, un bel anniversaire, ouais. et les gens m'ont dit, mais Xavier, ton vin est vraiment super, quoi. Il y avait que des compliments. On avait des pinots, on avait des créments, on a terminé par un vin un peu sucré. Et même qu'il y en a qui ont bu un peu plus de raison, quand ils ont goûté le vin sucré à la fin, en l'occurrence un Gewürz sur une vieille vigne, mais ils ont dit mais c'est aussi bon que le vendange tardive. Et c'est reparti comme en 40. On a remis, on s'est remis sur la piste, on a redansé, enfin, l'alcool crée les liens. Mais il faut boire, il faut avoir le plaisir de boire. Et boire de bonnes choses, bien souvent quand on fait des dégustations, parfois c'est vrai que on peut terminer, on a des chambres d'hôtes, et quand l'ambiance est bien, et quand on a des amis, quand on est bien entouré, ben on termine, parfois c'est minuit, 1h du matin à la cave, et les gens me disent, purée, on s'est réveillé, on a dormi sur place, on était bien, on a bu plus que de raison, et puis ils se disent le matin, purée, on a aligné des bouteilles, on a pas mal à la tête, pas mal au ventre, et on peut repartir pour un verre au petit-déj, quoi. Voilà. Donc ça c'est mon Pinot Auxerrois qui est vraiment sur la gastronomie. La gastronomie, voilà, clairement. Voilà. Donc le troisième et dernier vin, ça sera donc le Pinot Gris Grand Cru Golder. Donc c'est la vigne qui est ici. On est à quelle altitude là à peu près? Là on est à 380 et les boîtes. D'accord, ouais, parce que franchement la vue est juste époustouflante. Époustouflante. Alors on a juste à côté donc le Golder. Le Golder. On a le Hatchbourg. On a le Steiner. C'est vraiment c'est la plaine d'Alsace. Alors quand on travaille ici, on travaille, donc travail est dur,
on boit de l'eau. Donc on se met là-bas, il y a une petite chapelle. Ouais. Donc on se met sur la pierre de la petite chapelle. On boit notre bouteille d'eau et on regarde la vue. Et là tu te dis waouh, on a une chance inouïe en Alsace, on a collines, on a la plaine, on a la forêt noire juste en face. Alors quand tout est dégagé, on arrive à voir tous les petits villages qui sont nichés de la forêt noire. C'est vraiment un super beau point de vue, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu venir avec toi ici et pour partager ce... T'imagines que les gens qui vont voir cette vidéo vont vouloir systématiquement maintenant faire une dégustation ici. Oui, alors je vais pas dire c'est un peu en projet, mais alors t'as vu le chemin d'accès est un peu compliqué, ouais. un peu compliqué, donc j'ai un peu de marge encore, mais l'endroit est ouais, beau, franchement. Et puis alors t'as le clocher juste à côté, t'as les cloches, l'endroit pour moi est un peu magique, et un peu comme le vin que je vais te présenter. Les grands crus, ça représente quelle surface sur votre domaine? Alors, donc nous on a 10 hectares de vignes, on en avait beaucoup moins avant, mais mes parents et mes grands-parents ont toujours privilégié des terroirs de qualité plutôt que les terroirs, plutôt que d'avoir des grosses surfaces. Donc quand j'ai repris le domaine, on va dire, quand je me suis installé avec mon père, on avait 7 hectares de vignes, et sur les 7 hectares de vignes, on avait 3 hectares et demi dans le Grand Cru. Ouais. Donc voilà, maintenant on a 10 hectares, donc c'est vrai qu'on a encore racheté quelques vignes et puis loué quelques vignes. Mais donc un tiers, voilà, on a quand même encore 3 hectares et demi dans le Grand Cru, quoi. Uniquement Golder? Alors j'ai Golder, ouais. Alors depuis peu j'ai de Hadjebourg. Que voilà, c'est un autre terroir, j'ai appris à... Que tu revendiques déjà pour l'instant? Non, ou parce pas que encore c'est un terroir que je connais pas encore assez, et donc j'élabore les vins, et voilà, j'attends de voir un peu ce qui... Voilà, il faut... Je peux pas juste prendre un terroir et dire voilà, maintenant je le mets en bouteille, et puis on va mettre le nom... non, il faut que tu te l'appropries, vraiment, quoi. Voilà, il faut que je l'approprie, puis il faut que je travaille d'une certaine façon aussi, quoi. Parce qu'on ne peut pas travailler les sols du Golder et les sols du Hadjebourg de la même façon. Donc voilà. Donc là, cette couleur est magnifique, hein. Alors, je vais me tourner un petit peu parce que il y a une pierre derrière, et le vin par rapport à la pierre est un autre rendu. Alors, je crois que c'est l'heure de l'apéro, hein. Oui, je crois que là on a entendu les cloches sonner, il est 11h, donc c'est bon, c'est le moment, top départ. Le nez déjà. Le nez est puissant et riche. Donc on a ces notes de fruits confits, c'est sirupeux. On a... C'est très exotique, hein. On a mangue, fruits confits, fruits secs. C'est... presque un peu l'ananas. L'ananas bien mûr, bien mûr, ouais. Ouais, après... En bouche tout de suite, t'as le fruit. T'as une explosion de fruits. T'as un peu le fruit à coque. T'as un peu l'acidité de la mangue. T'as le côté un peu pêche jaune. Pêche jaune. Ça saute un peu dans la bouche. Et puis derrière, t'as des sucres. Alors sur ce vin, on a 50 grammes de sucre, mais on les sent pas. Tu as 14,5 d'alcool, tu ne sens pas. Ouais, non mais tout à fait, ouais. Il y a un équilibre. C'est un équilibre carrément qui est, pour moi, qui est parfait, quoi. En bouche, t'as même presque un côté abricot sec, quoi. Abricot sec, ouais. C'est... Fruit sec, t'as vraiment le... Non,
non, c'est... Moi j'ai le côté amande douce. Oui. Après c'est vrai, je dis souvent, la dégustation c'est... Chaque personne va ressentir différentes choses. C'est le vécu de chacun. C'est le vécu de chacun. Et voilà, alors c'est vrai que je fais pas mal de dégustations, je goûte beaucoup. Chez mes collègues, chez moi aussi. Mais et c'est vrai que quand on fait des dégustations dans le sud, ils vont sentir, dans les Gewürz, ils vont sentir, je vais pas dire la lavande, mais nous on va sentir la rose violette, eux ils vont sentir la lavande, le litchi, voilà. C'est par rapport au vécu des gens et c'est la beauté parce que chacun va l'interpréter à sa façon. Et je dis souvent, c'est peu importe quand moi je trouve le côté rose-violette sur le Gewürz et que quelqu'un me dit non, on a plutôt le côté litchi, je fais oui, peu importe. Est-ce que ça me fait plaisir? Il faut que le vin soit un vecteur de plaisir. Et il faut que ce soit le plaisir, le partage et la convivialité. Et ce vin-là, pour moi, c'est quand on fait des dégustations, quand on fait... je veux vraiment montrer mon domaine, mes compétences, je leur sers ça. Ah non, mais c'est... Parce qu'on est, on est sur un grand cru, certes, ça c'est un vin qui est un haut de gamme, mais je leur montre ça. Et je leur dis, bon voilà, qu'est-ce que vous aimez dans le vin? L'acidité, les sucres. Et là, ils sont bluffés parce que quand je leur dis le taux de sucre, ils me disent ouais, c'est pas possible. Ouais. Quand je leur dis l'alcool, ouais, on le sent pas, ouais, voilà. on le sent pas. Et donc là, c'est vraiment de plaisir. En tout cas, très belle découverte. Ouais. C'est beau. Hein. Et là maintenant, on est à l'apéritif certes, mais tu proposerais avec quoi? Alors, pour moi, ce type de vin, bon certes en apéritif, mais avec un foie gras. On a un bon foie gras, je trouve que c'est juste bien parce que on a l'onctuosité, on a du gras. Tu vois, il reste en bouche, tu remplis la bouche, et puis cette acidité, ce petit zeste, ce qu'il faut, mais il y a du gras, quand tu prends en bouche la première fois, il y a un gras qui est là. Et pour moi, avec le foie gras, c'est bien. Tout à fait, ouais. Non, c'est bien. Voilà. En tout cas, voilà. santé, et merci pour cette découverte. Hein. Bah, de rien. Franchement, c'est beau ça.